Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une mécanique politique absolument fascinante, celle de l'Union européenne. On va décortiquer, de manière très simple mais détaillée, comment des États souverains naviguent à travers un système ultra strict pour y entrer et découvrir les rouages très formels qui leur permettent d'en sortir. En fait, c'est comme un club très exclusif, mais avec une porte à double sens. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on commence par définir ce qu'est vraiment une union d'États souverains. Ensuite, on verra les conditions d'entrée, puis la façon dont cet élargissement se passe dans le monde réel. On abordera le droit de quitter le navire et enfin l'organisation très concrète de cette sortie. Première étape, une union d'États souverains. Le concept fondamental, la règle d'or pour bien comprendre tout le reste, c'est que l'Union européenne n'est pas qu'un simple tracé sur une carte géographique. C'est avant tout un club politique. Et comme les États membres sont totalement souverains, leur participation est 100% volontaire. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'un État doit d'abord faire la démarche formelle de demander à entrer, mais surtout, et c'est crucial, chaque membre garde en permanence le droit ultime de faire ses valises et de partir. La souveraineté ne disparaît pas par magie, elle est simplement partagée de façon volontaire. Passons à la deuxième partie, entrer dans l'Union. Alors, comment est-ce qu'on franchit concrètement cette fameuse porte d'entrée? L'élargissement d'une union, ce n'est pas une mince affaire. D'un côté, accueillir de nouveaux venus a un énorme avantage. Ça garantit la paix sur le continent et ça vient couronner les efforts des toutes jeunes démocraties. C'est une vraie victoire politique. Mais de l'autre côté, il y a un risque énorme. Imaginons un puzzle géant. Plus on ajoute de pièces, plus le puzzle risque de devenir incompréhensible. Accueillir trop de membres risque de diluer l'intégration, ce qui rend l'avancée commune beaucoup plus compliquée. C'est exactement pour ça qu'on ne rentre pas comme dans un moulin. Sur le papier, l'article 49 permet à n'importe quel État européen de se porter candidat. Mais dans les faits, pour obtenir la clé, il faut réussir 3 tests d'une sévérité absolue. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague mis en place en 1993. Ce qui est véritablement frappant ici, c'est l'exigence monumentale du critère politique. L'Union n'ouvre pas ses portes au premier venu. Elle demande un respect inébranlable de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Et ça va plus loin. Il faut garantir la protection des minorités et l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est littéralement la fondation de la maison. Sans ça, impossible d'aller plus loin. Mais attention, être une démocratie modèle ne suffit pas. L'État candidat doit aussi avoir les épaules assez solides économiquement pour ne pas s'effondrer sous le choc de la concurrence européenne. C'est le critère de l'économie de marché viable. Et enfin, il y a le test ultime, le critère de l'acquis. En gros, le nouveau membre doit absorber, intégrer et appliquer la totalité du droit européen existant. On parle de dizaines de milliers de pages de lois et de normes, et ce avant même de rejoindre le club. Un travail purement titanesque. Finalement, réussir ce parcours du combattant démontre une chose très profonde. Être européen, dans ce contexte, ce n'est pas juste un hasard de la géographie, c'est un véritable engagement politique. C'est faire le choix de s'unir autour de valeurs profondément partagées. Abordons maintenant la section 3, la réalité de l'élargissement. Sauf que la vraie vie, c'est toujours un peu plus complexe que les beaux principes juridiques. Et cette situation illustre parfaitement le bras de fer constant entre le droit et la réalité politique. En théorie, il faut absolument tout cocher avant d'entrer. Pourtant, dans la pratique, la Roumanie et la Bulgarie ont été admises, alors que le fameux critère politique n'était pas entièrement rempli. La parade a été de les accepter, oui, mais en leur imposant un suivi strict post-adhésion pour garder un œil sur la réforme de la justice et la lutte contre la corruption. Alors on a vu que c'était un parcours du combattant pour entrer, ce qui nous amène à la question fatidique, le test de résistance par excellence de notre union volontaire. Que se passe-t-il quand un État décide qu'il en a assez et qu'il veut claquer la porte? C'est l'objet de notre section 4, le droit de retrait. L'évolution sur ce point est dingue. À l'origine, avec les premiers textes comme le traité de la CE, le sujet était tabou. Il n'y avait absolument rien d'écrit sur une éventuelle sortie. Un silence radio total. Aujourd'hui, on a changé de dimension. Avec le traité de Lisbonne, il y a un véritable tournant, le fameux article 50. Celui-ci met noir sur blanc que n'importe quel État a le droit absolu de plier bagages et de quitter l'Union, en suivant ses propres règles constitutionnelles internes. Voyons enfin la dernière étape, la section 5, organiser la sortie. Comment fonctionne concrètement cette mécanique d'extraction?
Tout démarre quand un État notifie officiellement le Conseil européen de son départ. À la seconde où c'est fait, un compte à rebours de 2 ans s'enclenche. L'objectif de ces 2 ans, c'est de négocier un accord à l'amiable, car l'Union déteste le chaos et préfère une séparation organisée. Mais si à la fin du chronomètre, aucun accord n'est trouvé, l'État est tout simplement déconnecté de l'Union de manière automatique et unilatérale. Et il y a une règle impitoyable à garder en tête. Sortir, c'est définitif. Il n'y a pas de bouton annuler ou de voie rapide pour revenir si on a des regrets quelques années plus tard. Si un ancien membre veut réintégrer la famille européenne, il redevient un candidat ordinaire, il doit tout reprendre à zéro et repasser par la procédure ultra lourde de l'article 49. Bien entendu, on sait tous que l'article 50 n'est pas resté un simple concept abstrait. Le Brexit en est l'application grandeur nature. Ça a commencé par le référendum britannique de l'été 2016, ensuite la notification officielle en mars 2017 qui a lancé le fameux chronomètre, suivi de négociations longues, intenses et ultra complexes pour aboutir à un accord fin 2019 et une sortie effective début 2020. Un cas d'école qui prouve à quel point défaire les liens avec ce club est une aventure monumentale. Mais en plein milieu de ce feuilleton géant, la justice a lâché une petite bombe juridique, c'est l'arrêt Whiteman de fin 2018. C'est le coup de théâtre absolu. La Cour de justice a décidé que, l'État étant souverain, il a tout à fait le droit de faire machine arrière. Autrement dit, un pays peut annuler sa procédure de sortie tant que le fameux chronomètre n'est pas écoulé et que le retrait n'est pas officiel. On a donc le droit de changer d'avis jusqu'à la toute dernière seconde. Ce qui nous laisse avec une vraie question de fond. On a vu ensemble qu'il s'agit d'un club incroyablement dur à intégrer, qui exige des sacrifices et un alignement total sur des valeurs strictes, mais qu'on peut décider de quitter par un simple acte de volonté souveraine. Si la survie de tout ce système européen ne tient qu'à la volonté persistante et totalement libre de ses membres d'y rester, à quel point l'avenir d'un tel édifice est-il fragile ? C'est le grand paradoxe de cette mécanique. Une réflexion fascinante sur laquelle on va se quitter pour cette analyse.